Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. L'insuffisance cardiaque aiguë, dite ICA, correspond à un dysfonctionnement de la pompe cardiaque devenue inapte à assurer un débit cardiaque suffisant pour assurer la perfusion des organes et l'oxygénation donc des tissus. Les causes chez l'enfant sont multiples, allant de la décompensation d'une cardiopathie congénitale méconnue à un trouble du rythme ou une affection acquise aiguë. Nous allons aborder cette thématique avec le docteur Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun. Docteur Ombolo, bonjour. Bonjour Wilson. Il semblerait que l'ICA pose surtout le problème de la méconnaissance du fait de sa rareté. Il faut pourtant la reconnaître rapidement car elle risque de conduire au choc cardiogénique potentiellement mortel. Oui, en effet, ce problème repose surtout sur la rareté du diagnostic et la difficulté diagnostique d'ailleurs. Généralement, toutes les insuffisances cardiaques touchent tout aussi bien les adultes que les enfants, mais ce qui est la nuance est que chez l'adulte, généralement, elle survient sur un terrain déjà connu, qui peut être une hypertension, dans le cas d'une cardiopathie ischémique, mais chez l'enfant, c'est surtout des malformations. C'est des malformations qui peuvent toucher les ventricules ou les oreillettes, c'est par ces compartiments du cœur qui sont censés propulser du sang et nourrir les tissus. Le problème, c'est que lorsque, à un moment donné, il y a décompensation, c'est comme ça qu'on appelle cela, c'est-à-dire qu'il y a une défaillance brutale et accrue. Vous aviez parlé de choc cardiogénique, et effectivement, à ce moment, ça devient une urgence. Donc ça, je pense qu'on devrait également mettre ici en avant le diagnostic prénatal, c'est-à-dire que l'échographie qu'on fait au cours du bilan prénatal va trouver toute son importance, et puis les examens en période néonatale, un screening assez approfondi pour évaluer les facteurs de risque. On parle souvent chez l'enfant d'une malformation cardiaque congénitale. La majorité de ces insuffisances cardiaques surviennent au cours de la première année de la vie de l'enfant. Alors, docteur Ombolo, a-t-on des moyens de connaître cette situation durant la grossesse? Oui, justement, vous faites bien de revenir là-dessus. Il y a des moyens de dépister certaines de ces malformations cardiaques, et puis il y a des facteurs de risque également. L'échographie obstétricale au cours du suivi de grossesse trouve toute son importance. La supplémentation en nutriments, en acide folique, vitamine B9 et B12 trouve aussi toute son importance pour prévenir les malformations. À la naissance, il y a l'examen pédiatrique qui doit être fait en néonatologie, où on fait ce qu'on appelle une auscultation cardiaque à la recherche de bruits anormaux. On fait une palpation à la recherche d'une absence de pouls ou des défauts de coloration, ou bien alors des troubles de la respiration, des battements cardiaques ou de la fréquence respiratoire. Tous ces signes combinés doivent faire évoquer une suspicion diagnostique et donc justifier des examens plus approfondis, notamment en radiologie, en imagerie médicale. À quel moment la défaillance cardiaque peut survenir chez l'enfant? Est-ce qu'on a des indications à ce sujet? Oui, au moment de l'auscultation cardio-pulmonaire, plus généralement de l'examen néonatal à la naissance, on va examiner de la tête aux pieds les enfants, le nouveau-né. On va palper les pouls, on va surtout ausculter le cœur et les poumons. Lorsqu'il y a une malformation cardiaque, d'emblée, à l'inspection, on pourra avoir, dépendant du type de malformation, on pourra avoir des signes externes visibles à l'inspection, comme des bébés bleus. Lorsqu'un bébé est tout bleu, ça veut dire qu'il manque d'oxygénation, il y a une surcharge en CO2, et donc que la pompe cardiaque a du mal à fonctionner. En plus de cela, on va donc faire une auscultation et identifier des bruits caractéristiques qu'on appelle des souffles ou des bruits surajoutés du cœur. A-t-on des indications, de mal-être chez l'enfant? Est-ce que, par exemple, des difficultés alimentaires peuvent survenir, des vomissements, des malaises qui pourraient être des signes précurseurs dont il faudrait que les parents tiennent compte? Effectivement, depuis la naissance, il faut prêter attention aux moindres symptômes du nouveau-né. Il peut avoir des régurgitations, c'est-à-dire une remontée du contenu alimentaire au niveau de la bouche. Il peut avoir des fausses routes régulières, c'est-à-dire les aliments ou le lait qui
n'emprunte pas la voie normale, c'est-à-dire l'œsophage, et qui va se retrouver plutôt au niveau de la trachée, ces signes fréquemment vont faire suspecter des malformations, à minima. Et donc ces malformations peuvent survenir dans le cadre d'une malformation singulière ou plus généralement dans le cadre d'un syndrome malformatif qui va impliquer le tube digestif, le système digestif, le système cardiovasculaire et d'autres systèmes. Donc des vomissements, une toux à répétition, des difficultés à respirer à des moments précis ou de façon récurrente doivent justifier un examen clinique approfondi et éventuellement des examens d'imagerie médicale. Nous avons compris l'importance de cet état et de sa prise en charge rapide, mais comment un enfant grandit-il avec une insuffisance cardiaque aiguë? C'est ce que nous allons voir donc maintenant avec le docteur Ombolo. Prévention Santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Docteur Ombolo, nous avons vu là, dans la première partie de ce programme, que l'insuffisance cardiaque aiguë chez l'enfant concernait les bébés donc de moins de 1 an pour, on va dire, à peu près 90% des cas. Mais quelle est l'espérance de vie de ces enfants s'ils survivent à leurs premières années? Ce qu'il faut dire, c'est que déjà les parents sont la première ligne de diagnostic de ces pathologies cardiaques. Et deuxièmement, c'est de dire que tout va dépendre de l'importance ou plutôt de la gravité de la malformation, parce qu'il y a des malformations cardiaques qui peuvent se résoudre spontanément au cours de la vie. Il y en a d'autres qui nécessitent absolument un traitement chirurgical, on va dire, la plupart du temps. Pour celles qui ne nécessitent pas de traitement chirurgical et que l'on peut contenir avec un traitement médicamenteux, effectivement, il y a des règles de vie que l'enfant doit pouvoir, ou les parents doivent pouvoir intégrer et transmettre donc à l'enfant. Il faut le savoir, vous l'avez dit d'entrée de jeu, l'insuffisance cardiaque, c'est une incapacité de la pompe cardiaque à nourrir les tissus de l'organisme. Et donc, on aura des enfants qui seront très fatigués, qui vont moins jouer que leurs camarades, les enfants du même âge, qui vont avoir une fatigabilité accrue. Donc il faut déjà les rendre conscients de cet état. Il faudrait déjà leur dire leur apprendre qu'ils n'ont pas la possibilité de jouer autant que les autres, qu'ils peuvent le faire et qu'ils sachent reconnaître, par exemple, des signes précurseurs d'une fatigabilité, donc d'une cyanose. Donc c'est important, effectivement on peut le dire en fonction de la gravité, soit on va vers un traitement conservateur, soit vers un traitement curatif, et puis les enfants ont un mode de vie qui va tout à fait leur permettre d'augmenter leur espérance de vie. Grâce à une meilleure compréhension de la physiopathologie, le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique a fait d'énormes progrès durant notamment les 10 dernières années. 3 classes thérapeutiques émergent actuellement. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les spironolactones et les bêta-bloquants. Alors pouvez-vous, docteur Ombolo, parler donc de ces médicaments, ces nouveaux types de médicaments qui arrivent sur le marché? Ils ne sont pas tout à fait nouveaux, ça fait un moment qu'on en parle. Et puis là, vous me demandez de faire un cours de pharmacologie sur prévention santé. Ah bah oui, en 2 minutes en plus. Voilà, disons plus brièvement que les inhibiteurs, il existe plusieurs classes d'antihypertenseurs. Il n'y a pas que ces antihypertenseurs qui sont efficaces sur les pathologies cardiaques. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y en a qui réduisent la pression artérielle sans forcément agir sur le cœur, et puis il y en a qui sont tout aussi bien efficaces sur les insuffisances cardiaques. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, par exemple, vont, comme leur nom l'indique, inhiber une enzyme. Déjà, le mécanisme implique le poumon et le foie. Ils vont inhiber une enzyme qui a des propriétés hypertensives, qui sont une enzyme qui est précurseur d'une autre qui va élever la tension, qui s'appelle l'angiotensinogène. Donc, cet inhibiteur de l'enzyme de conversion va bloquer cette enzyme-là et donc empêcher une augmentation de la pression artérielle. Pour ce qui est des bêta-bloquants, par exemple, eh bien, ce sont des médicaments qui vont se fixer sur des récepteurs
de l'hypertension qu'on appelle des récepteurs bêta-adrénergiques qui vont faire ce qu'on appelle une vasoconstriction, dont ils vont réduire le diamètre des vaisseaux. Et donc lorsqu'on réduit le diamètre d'un vaisseau, la pression artérielle va augmenter. Donc les bêta-bloquants vont se fixer au niveau des récepteurs qui permettent de réduire ce calibre des vaisseaux et donc les dilater. Pour ce qui est de la spironolactone, bien c'est un médicament de la classe des diurétiques, c'est-à-dire des médicaments qui augmentent la production de l'urine. La particularité du spironolactone, c'est qu'il épargne le potassium. Le potassium qui est un ion qui peut, dans le déséquilibre, que ce soit en excès, c'est-à-dire une hyperkaliémie ou en défaut, c'est-à-dire une hypokaliémie, peut causer un arrêt cardiaque. Bon, voilà succinctement résumé ce qu'on peut dire sur ces médicaments. On a une Il faut petite le idée. dire qui sont actifs, qui peuvent aussi également être importants dans le management de l'insuffisance cardiaque. Là encore, l'alimentation aura son importance. Il faut réduire la consommation de sel. On parle de maximum 4 à 6 grammes de sel par jour. Il faut réduire les aliments gras, la viande rouge, les boissons alcoolisées qui sont également à éviter. Mais certains produits comme le tabac sont aussi à proscrire. Oui, effectivement, l'alimentation tient une place prépondérante dans la prise en charge d'une insuffisance cardiaque, d'autant plus qu'il peut avoir des hypertensions secondaires. Et là, l'élément le plus fondamental, c'est de réduire l'apport en sel. L'OMS recommande de ne pas dépasser plus de 6 grammes de sel par jour. Dans ces cas précis, il vaut mieux carrément réduire à sa plus simple expression les apports en sel et surveiller ce qu'on appelle l'ionogramme sanguin du patient. Il faut réduire les aliments salés, pas que le sel de table, les aliments salés qui impliquent les pâtisseries, les charcuteries, tous les aliments de la charcuterie. Rappelons que de toute façon, dans la plupart des aliments, il y a déjà du sel, même dans les viennoiseries par exemple. Même dans les viennoiseries, dans les pâtisseries, dans les conserves en général, des sardines en conserve et tous ces aliments mis en conserve qui ont besoin de conservateurs. Et plus particulièrement en Afrique et au Cameroun, la consommation des bouillons de cube qui à eux seuls peuvent complètement déséquilibrer le régime d'un patient hypertendu ou insuffisant cardiaque. Vous avez également évoqué la question du tabac et tout ça. Mais effectivement, le tabagisme passif pour les parents fumeurs, c'est pas du tout conseillé pour leurs enfants porteurs d'une cardiopathie congénitale ou d'une insuffisance cardiaque. Donc autant de choses dans l'alimentation qu'il faudrait contrôler pour un meilleur effet thérapeutique du traitement pharmacologique. Pour un adolescent, un jeune adulte, on va dire de façon générale, docteur, quelles seront les contraintes de son insuffisance cardiaque aiguë durant son enfance, en quelques mots? Contraintes, on les a un tout petit peu évoquées précédemment. Ils vont avoir une activité physique réduite. Autrement, lorsque cette insuffisance respiratoire, cette cyanose ou ce défaut d'oxygénation des tissus est chronique, il peut avoir des défaillances même intellectuelles, des défaillances au niveau de la croissance et puis des défaillances au niveau de certains organes qui peuvent avoir des problèmes secondairement. Et finalement, l'alimentation, comme on l'a dit, tient une place importante. Elle doit être faite d'antioxydants au maximum, de fruits et de légumes, d'aliments énergétiques pour permettre au cœur d'utiliser au maximum ses capacités résiduelles. Docteur Ambolo, merci. C'est la fin de ce magazine Prévention Santé. Continuez à prendre soin de vous et des autres. Et n'oubliez pas de vous laver les mains. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ambolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.